Chaque être humain vit avec une voix intérieure. Une voix qui commente, qui analyse, qui critique et parfois qui inquiète. Pour beaucoup de personnes, cette voix devient un compagnon invisible mais envahissant. Elle surgit au réveil, murmure dans les moments de silence et parfois envahit l'esprit avec des pensées que l'on préférerait ne jamais entendre. Des doutes, des peurs, des scénarios négatifs. Face à cela, la réaction la plus naturelle est simple. Essayer de contrôler son esprit. On tente de repousser ses pensées, de les remplacer par des idées positives, de forcer l'optimisme comme si l'esprit était une machine que l'on pouvait programmer à volonté. Mais malgré tous ces efforts, un phénomène étrange apparaît. Plus on essaie d'éliminer certaines pensées, plus elles semblent revenir. Comme si quelque chose en nous refusait d'être réduit au silence. Cette expérience est si universelle que beaucoup finissent par croire qu'il y a quelque chose de défectueux dans leur esprit. Ils pensent manquer de discipline mentale ou de force intérieure. Pourtant, la psychologie profonde propose une vision très différente. Et si ces pensées n'étaient pas simplement des erreurs de l'esprit? Et si elles étaient des signaux, des messages provenant d'une partie plus vaste de nous-mêmes, une partie que la conscience ordinaire ne perçoit pas toujours? Au début du XXe siècle, le psychologue suisse Carl Gustav Jung a consacré sa vie à explorer cette dimension invisible de l'âme humaine. Selon lui, l'esprit n'est pas seulement constitué de ce que nous savons de nous-mêmes. Sous la surface de la conscience existe un territoire immense, l'inconscient. Un espace où vivent nos souvenirs oubliés, nos émotions refoulées, nos instincts, mais aussi des forces psychiques profondes capables d'influencer nos choix, nos relations et même notre destin. Dans ce territoire intérieur existe également une figure mystérieuse que Jung appelait l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons appris à cacher, à rejeter ou à ignorer pour être acceptés par le monde. Mais ce qui est rejeté ne disparaît jamais totalement. Il reste vivant dans l'inconscient. Et parfois, il trouve une manière de revenir, à travers des émotions, à travers des réactions inexplicables, ou à travers ces pensées que nous appelons trop rapidement négatives. Dans cette exploration, une question fondamentale se pose. Et si les pensées qui nous dérangent le plus n'étaient pas nos ennemis, mais les messagers d'une partie oubliée de nous-mêmes? Comprendre cela ne consiste pas à devenir parfaitement positif. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Apprendre à écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Car lorsque l'on commence à observer son monde intérieur avec lucidité, un chemin inattendu s'ouvre. Un chemin qui mène vers une transformation bien plus profonde que le simple contrôle des pensées. Mais pour comprendre pourquoi ces pensées reviennent sans cesse malgré tous nos efforts pour les contrôler, il faut d'abord observer un mécanisme fondamental de l'esprit humain. L'illusion selon laquelle lutter contre ces pensées serait la solution. Partie 1. L'illusion de la lutte contre ces pensées. Pendant presque toute notre vie, on nous répète une idée qui semble logique. Si une pensée est sombre, il faut la chasser. Si une émotion est inconfortable, il faut la remplacer. Si l'esprit devient négatif, il faut penser positif. Cette stratégie paraît raisonnable. Elle est même devenue une sorte de réflexe collectif. Beaucoup de personnes vivent leur vie intérieure comme un champ de bataille silencieux. Chaque jour, elles tentent de contrôler leur esprit, de filtrer leurs pensées, de sélectionner celles qui sont acceptables et d'éliminer celles qui dérangent. Mais un phénomène étrange finit toujours par apparaître. Plus on essaie d'éloigner certaines pensées, plus elles reviennent. Parfois même avec davantage d'intensité. C'est comme si l'esprit possédait une force de rappel invisible. Une idée que l'on voulait ignorer commence à occuper encore plus d'espace. Une inquiétude que l'on voulait effacer devient plus persistante.
Une image que l'on tente d'oublier revient au moment où l'on s'y attend le moins. Beaucoup de gens interprètent cela comme une faiblesse personnelle. Ils pensent simplement manquer de discipline mentale. Mais la psychologie profonde propose une lecture très différente. Selon cette perspective, l'esprit humain n'est pas une machine que l'on peut contrôler par simple volonté. Il ressemble beaucoup plus à un paysage vivant, peuplé de forces conscientes, et d'autres qui agissent dans l'ombre. Lorsqu'une pensée négative apparaît, elle n'est presque jamais aléatoire. Elle est souvent le signe visible de quelque chose de plus profond. Une tension intérieure, une peur qui n'a jamais trouvé de mots, un souvenir enfoui, ou parfois une partie de soi qui n'a jamais été reconnue. Dans cette optique, lutter directement contre la pensée devient paradoxalement la manière la plus efficace de lui donner de la force. Car résister à une pensée exige d'y penser. Pour la repousser, il faut d'abord la maintenir dans l'esprit. Et plus on mobilise d'énergie pour la combattre, plus cette pensée devient centrale dans notre paysage intérieur. C'est un peu comme essayer de maintenir une balle sous l'eau. Au début, cela semble possible. On appuie dessus, on la force à rester au fond. Mais toute cette pression accumule de l'énergie. Et tôt ou tard, la balle remonte à la surface avec encore plus de force. Les pensées fonctionnent souvent de la même manière. Lorsqu'une idée surgit dans l'esprit, une peur, un doute, une critique intérieure, elle agit parfois comme un signal envoyé par l'inconscient, un signal discret, presque fragile. Mais si ce signal est immédiatement rejeté, ignoré ou combattu, il ne disparaît pas pour autant. Il cherche simplement une autre manière d'être entendu. Il peut revenir sous forme d'obsession, sous forme d'inquiétude répétitive, ou même sous forme d'un malaise diffus que l'on ne sait pas expliquer. Dans la psychologie symbolique, certaines pensées intrusives sont comparées à des messagers qui frappent à une porte. Au début, ils frappent doucement, presque timidement. Mais si personne ne répond, ils continuent, encore et encore. Et plus la porte reste fermée, plus leur présence devient insistante. Ce qui semblait être au départ une simple pensée négative commence alors à révéler quelque chose de plus profond. Un dialogue intérieur que l'on n'a jamais vraiment appris à écouter. Et c'est précisément à cet endroit que commence l'exploration la plus dérangeante, mais aussi la plus transformatrice de l'esprit. Humain. Partie 2, l'ombre, la partie oubliée de nous-mêmes. Si l'on observe attentivement la manière dont nous construisons notre identité, une chose devient rapidement évidente. Nous apprenons très tôt à devenir quelqu'un, un certain type de personne, une version de nous-mêmes qui correspond aux attentes de notre environnement. Très jeunes, nous comprenons quels comportements sont récompensés et lesquels provoquent le rejet. Certaines émotions sont encouragées. La gentillesse, la patience, la générosité. D'autres, au contraire, semblent immédiatement poser problème. La colère dérange. La jalousie embarrasse. La peur expose une fragilité que l'on préfère cacher. Alors, sans même nous en rendre compte, nous commençons à faire un tri à l'intérieur de nous-mêmes. Certaines parties de notre personnalité sont mises en avant, montrées, développées. D'autres sont progressivement dissimulées, repoussées dans un endroit plus discret de notre psyché. Ce processus n'est pas forcément conscient. Il s'opère lentement, à travers des milliers d'interactions. Un regard désapprobateur, une remarque, une punition, une moquerie, ou simplement le désir profond d'être aimé et accepté. Avec le temps, une version présentable de nous-mêmes se construit. C'est celle que nous montrons au monde. Mais ce que nous avons rejeté ne disparaît pas pour autant. Selon la psychologie analytique, ces aspects rejetés se rassemblent dans une zone particulière de l'esprit. Une zone silencieuse, mais extrêmement active. C'est ce que Carl Gustav Jung appelait l'ombre.
L'ombre n'est pas simplement constituée de nos défauts. Elle contient tout ce que nous avons jugé incompatible avec l'image que nous voulions donner au monde. Des émotions trop intenses, des désirs trop dérangeants, des impulsions que nous avons appris à réprimer, des blessures que nous n'avons jamais vraiment regardées. Tout ce qui ne pouvait pas être intégré dans notre identité consciente s'est lentement déplacé dans cette zone obscure de la psyché. Mais il serait erroné de croire que cette partie de nous disparaît simplement dans le silence. L'ombre continue d'exister. Elle observe, elle attend, et surtout, elle cherche parfois à se manifester. Pas directement, pas de manière claire ou rationnelle. L'ombre ne parle pas le langage habituel de la conscience. Elle s'exprime plutôt à travers des signaux indirects, des réactions disproportionnées, des émotions soudaines, des pensées qui surgissent sans prévenir. Un jugement intérieur brutal, une critique sévère dirigée contre soi-même, une colère qui semble surgir de nulle part, ou encore ces pensées sombres que l'on aimerait immédiatement effacer. Dans beaucoup de cas, ces pensées sont interprétées comme de simples erreurs de l'esprit. On pense qu'elles sont irrationnelles, inutiles, ou qu'elles devraient simplement disparaître si l'on faisait plus d'efforts pour rester positif. Mais la psychologie profonde suggère une hypothèse plus troublante. Et si ces pensées n'étaient pas des erreurs? Et si elles étaient en réalité des fragments de l'ombre qui tentent de remonter à la surface? Lorsque certaines parties de nous-mêmes ont été ignorées trop longtemps, elles ne cessent pas d'exister. Elles cherchent simplement d'autres moyens de se faire entendre. Parfois, à travers des rêves. Parfois, à travers des comportements que l'on ne comprend pas. Et parfois, à travers ces pensées dérangeantes qui apparaissent au moment où l'on s'y attend le moins. Dans ce sens, les pensées négatives ne sont pas toujours des ennemis à combattre. Elles peuvent aussi être les premières traces visibles d'un dialogue intérieur beaucoup plus profond. Un dialogue entre la personne que nous croyons être et celle que nous avons longtemps refusé de regarder. Mais lorsque l'on commence à reconnaître l'existence de cette ombre intérieure, une question essentielle apparaît. Comment vivre avec ces pensées sans qu'elles dirigent silencieusement notre esprit? Partie 3. Le pouvoir de devenir l'observateur. Il existe un moment très particulier dans l'exploration de l'esprit humain. Un moment discret, presque imperceptible, mais qui transforme radicalement la manière dont une personne se comprend elle-même. Ce moment arrive lorsqu'une découverte simple commence à émerger dans la conscience. Tu n'es pas tes pensées. Pendant des années, peut-être même pendant toute une vie, beaucoup de personnes vivent dans une confusion presque totale avec leur activité mentale. Une pensée apparaît et immédiatement elle les est crue. Si une pensée dit « je ne suis pas assez bien », elle est ressentie comme une vérité. Si une pensée murmure « quelque chose va mal se passer », le corps se remplit d'anxiété. Et si une voix intérieure critique apparaît, elle semble provenir d'une autorité invisible mais incontestable. Dans cette manière de vivre, chaque pensée possède un pouvoir énorme. Elle dirige les émotions, influence les décisions et colore la perception du monde. Mais il existe une autre possibilité. Une possibilité que l'on découvre souvent lorsque l'on commence à observer son esprit avec un peu plus de recul. Au lieu d'entrer immédiatement dans chaque pensée, on commence simplement à la regarder apparaître. C'est une expérience étrange au début, car on réalise que les pensées surgissent presque toutes seules. Elles arrivent sans invitation. Elles disparaissent sans prévenir. Certaines sont calmes, d'autres sont confuses. Certaines semblent même totalement absurdes. Et pourtant, pendant longtemps, nous avons agi comme si chacune d'elles était une instruction à suivre. Lorsque l'on commence à adopter la position d'observateur, une distance nouvelle apparaît. Cette distance n'est pas froide ni détachée. Elle est plutôt lucide. On voit la pensée apparaître, mais on ne se précipite plus automatiquement pour y croire. On remarque une inquiétude traverser l'esprit,
Mais on ne la confond plus immédiatement avec la réalité. Petit à petit, les pensées commencent à perdre leur caractère autoritaire. Elles deviennent des événements mentaux, des mouvements passagers dans le paysage intérieur. Certains psychologues utilisent une image très simple pour décrire cette transformation. L'esprit est comme un ciel, et les pensées sont comme des nuages. Parfois ils sont légers et lumineux, parfois ils sont sombres et lourds. Mais aucun nuage ne possède la capacité de rester éternellement. Il traverse le ciel, puis il disparaît. Le problème n'est donc pas l'existence des nuages. Le problème apparaît lorsque l'on oublie que l'on est le ciel lui-même. Lorsque cette prise de conscience commence à s'installer, quelque chose d'important se produit. L'espace intérieur s'agrandit. Au lieu d'être prisonnier du flux constant des pensées, une personne découvre qu'elle peut les observer sans être submergée par elles. Cette capacité d'observation agit comme une lumière dans les zones obscures de la psyché. Les pensées qui semblaient autrefois incontrôlables deviennent soudain plus transparentes. On peut commencer à reconnaître leurs schémas, leurs répétitions, leurs déclencheurs. Certaines pensées apparaissent toujours dans les mêmes situations. D'autres semblent être liées à des peurs très anciennes. Et certaines sont simplement des échos d'anciennes histoires que l'esprit continue de répéter. Dans cet espace d'observation, il devient possible de regarder ces mécanismes sans immédiatement chercher à les supprimer. On commence simplement à voir. Et cette vision change tout. Car lorsque l'on voit clairement les mouvements de son propre esprit, quelque chose de profond commence à se transformer. Et lorsque cette distance apparaît enfin entre toi et tes pensées, une possibilité nouvelle se révèle. Celle de commencer à écouter ce que ces pensées essaient réellement de dire. Partie 4. Ce que les pensées négatives essaient réellement de te dire. Lorsqu'une pensée négative revient encore et encore, la réaction la plus instinctive est de vouloir la faire taire. On pense qu'elle est le problème. On suppose qu'elle est une erreur de l'esprit, une sorte de parasite mental qu'il faudrait simplement éliminer pour retrouver la paix. Mais si l'on ralentit un instant, si l'on observe cette pensée sans la juger immédiatement, une question étrange commence à émerger. Et si cette pensée essayait de dire quelque chose? Car dans l'univers intérieur de l'être humain, très peu de choses apparaissent sans raison. Les pensées répétitives sont rarement aléatoires. Elles sont souvent liées à une histoire plus ancienne, une expérience qui a laissé une trace dans la mémoire émotionnelle, une humiliation, un rejet, une déception, un moment où quelque chose s'est brisé silencieusement. À l'époque, peut-être que l'esprit n'avait pas les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passait. L'événement était trop intense, trop rapide, ou trop douloureux pour être pleinement intégré. Alors l'expérience est restée inachevée, pas totalement digérée. Et comme beaucoup de choses inachevées dans la psyché, elle a continué à exister dans l'arrière-plan de l'inconscient. Avec les années, cette trace invisible peut se transformer en croyance. Une croyance sur soi-même. Par exemple, je ne suis pas assez. Les autres vont finir par me rejeter. Je dois toujours faire plus pour être accepté. Ces phrases ne sont pas toujours conscientes. Elles fonctionnent plutôt comme des programmes silencieux qui influencent la manière dont une personne perçoit le monde. Chaque nouvelle expérience est interprétée à travers ce filtre invisible. Un simple silence dans une conversation peut être perçu comme un signe de rejet. Une critique légère peut sembler confirmer une ancienne peur. Un échec ordinaire peut réveiller un sentiment d'insuffisance beaucoup plus ancien. Les pensées négatives qui apparaissent dans ces moments-là ne sont donc pas simplement des pensées. Elles sont souvent l'expression de ces croyances profondes qui se sont installées dans l'inconscient. Mais il y a un aspect encore plus surprenant. Très souvent, ces pensées ont été créées à l'origine comme une forme de protection. Imagine un enfant qui vit une expérience douloureuse, un rejet, une moquerie.
une trahison. Son esprit va essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Et pour éviter que la même douleur se reproduise, il peut construire une règle intérieure. Une règle censée le protéger. Par exemple, si je ne fais jamais d'erreur, personne ne pourra me critiquer. Ou, si je reste toujours discret, je ne serai jamais rejeté. Sur le moment, ces stratégies semblent utiles. Elles donnent l'impression de contrôler le danger. Mais le problème est qu'elles ne disparaissent pas avec le temps. L'enfant grandit. La situation change. Le monde devient plus complexe. Et pourtant, ces anciennes règles continuent parfois de fonctionner dans l'arrière-plan de l'esprit. Elles se transforment en voix intérieure critique, en inquiétude constante, en pensées négatives qui apparaissent avant même que quelque chose ne se produise. Ce qui semblait être un mécanisme de protection devient peu à peu une forme de prison psychologique. Mais lorsque l'on regarde ces pensées avec un peu plus de profondeur, on commence à voir leur intention originelle. Elles ne cherchent pas nécessairement à détruire la personne. Elles essayent, à leur manière maladroite, d'éviter une ancienne douleur. Elles tentent d'anticiper le danger, de prévenir la souffrance, de maintenir une forme de contrôle sur un monde qui semblait autrefois imprévisible. Et c'est précisément à ce moment que la relation avec ces pensées peut commencer à changer. Car derrière la critique, derrière la peur, derrière la répétition mentale, se cache souvent une partie de nous qui, depuis très longtemps, attend simplement d'être comprise. Car lorsque l'on comprend l'origine de ces pensées et le rôle qu'elles ont joué dans notre histoire intérieure, un nouveau chemin devient possible, celui de l'intégration de l'ombre. Partie 5. L'intégration de l'ombre. La véritable transformation ne se produit jamais lorsque l'on essaie simplement de se forcer à être positif. La positivité superficielle, celle que l'on impose à soi-même pour masquer les fissures intérieures, n'est qu'une illusion. Elle peut donner l'impression de contrôle, mais elle ne touche jamais la profondeur. La transformation commence là où nous avons longtemps hésité à regarder. Dans les recoins que l'on croyait sombres, dans les aspects de soi que l'on préférait ignorer. C'est dans cette confrontation silencieuse que l'être humain découvre quelque chose d'essentiel. L'ombre n'est pas ennemie. Elle est partie intégrante de nous-mêmes. Chaque peur que nous avons enfouie, chaque colère que nous avons refoulée, chaque tristesse que nous avons niée contient une énergie puissante, prête à être reconnue et transformée. La peur, lorsqu'elle est accueillie, devient discernement. La colère, lorsqu'elle est comprise, devient une limite saine. La tristesse, lorsqu'elle est écoutée, devient empathie et compassion. L'intégration de l'ombre ne consiste pas à se débarrasser des émotions ou des pensées jugées mauvaises. Elle consiste à les accueillir, à les observer avec une attention bienveillante, à comprendre leur origine et leur rôle dans notre psyché. C'est un dialogue silencieux avec ces parties oubliées, une danse subtile entre l'ombre et la lumière à l'intérieur de soi. C'est seulement lorsque l'on cesse de fuir ces aspects de soi que l'on peut commencer à se sentir entier. Carl Gustav Jung appelait ce chemin l'individuation, le processus par lequel un individu cesse de se définir uniquement par ce que la société attend ou par les rôles qu'il a appris à jouer. Il s'agit d'un voyage intérieur où l'on cesse d'être fragmenté, où les parties rejetées sont intégrées, où l'on devient enfin complet. L'individuation n'est pas un idéal lointain. Elle commence à chaque instant où l'on choisit de regarder en soi, d'accueillir ce qui surgit, de reconnaître les blessures et les forces invisibles que l'on portait depuis toujours. Dans cette intégration, chaque émotion, chaque pensée et chaque souvenir retrouve sa place. L'ombre cesse d'être une menace et devient un guide. Elle indique les zones où l'attention est nécessaire, où le soin est urgent, où le changement est possible. Elle révèle également la profondeur de notre humanité,
nos contradictions, nos fragilités, mais aussi notre capacité à évoluer. Lorsque l'on intègre l'ombre, on cesse de se battre contre soi-même. On cesse de croire que certaines parties sont indésirables ou inacceptables. Tout ce que nous avons jugé négatif ou inacceptable devient matière première pour la croissance, pour la compréhension, pour la sagesse intérieure. Cette transformation silencieuse permet d'accéder à une nouvelle manière de vivre. Une vie plus consciente, plus ancrée, plus libre. L'intégration de l'ombre est le moment où l'être humain cesse d'essayer d'être ce que le monde attend et commence enfin à être ce qu'il est réellement, entier, authentique et vivant. C'est un processus exigeant, parfois inconfortable, mais infiniment libérateur. Chaque pas vers cette intégration renforce la connexion avec soi-même, avec l'essence profonde de notre psyché, et ouvre la porte à une paix durable, une clarté intérieure et une force que la simple positivité ne peut jamais offrir. Et lorsque ces différentes parties de nous cessent enfin de se combattre pour commencer à se reconnaître, quelque chose de profondément transformateur peut émerger dans la vie intérieure. Pendant longtemps, nous avons appris à considérer certaines pensées comme des ennemis, des intrus dans l'esprit, des erreurs qu'il faudrait corriger ou effacer. Mais lorsque l'on regarde plus profondément, une réalité différente apparaît. Ces pensées ne surgissent pas dans le vide. Elles sont souvent les échos d'expériences anciennes, de blessures oubliées ou de parties de nous-mêmes qui n'ont jamais eu l'occasion d'être reconnues. Derrière chaque critique intérieure peut se cacher une peur. Derrière chaque doute peut se cacher une ancienne histoire. Et derrière chaque pensée sombre peut se trouver une partie de nous qui tente maladroitement d'être entendue. La véritable transformation ne consiste donc pas à créer un esprit parfaitement silencieux. Elle commence lorsque l'on développe une nouvelle relation avec ce qui se passe à l'intérieur. Une relation basée non plus sur la lutte, mais sur l'observation, non plus sur le rejet, mais sur la compréhension. Lorsque l'on commence à observer ses pensées sans s'y identifier immédiatement, quelque chose d'essentiel se produit. Un espace apparaît. Dans cet espace, les pensées perdent leur pouvoir absolu. Elles deviennent simplement des mouvements de l'esprit, des phénomènes passagers. Et dans ce silence nouveau, il devient possible d'écouter ce qui se cache réellement derrière elles. C'est là que commence le travail le plus profond. L'intégration de l'ombre, non pas pour devenir parfait, mais pour devenir entier. Car chaque partie de nous, même celle que nous avons longtemps rejetée, contient une énergie, une information, une possibilité de transformation. La peur peut devenir lucidité. La colère peut devenir une force qui protège nos limites. La tristesse peut ouvrir la porte à une compassion plus profonde. Ce chemin n'est pas rapide. Il demande du courage. Le courage de regarder en soi sans détourner le regard. Mais c'est aussi le chemin vers une liberté intérieure que peu de choses peuvent offrir. Une liberté qui ne vient pas du contrôle absolu de l'esprit, mais de la compréhension de ce qui l'habite. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, la prochaine fois qu'une pensée sombre apparaîtra dans ton esprit, tu ne chercheras pas immédiatement à la chasser. Peut-être que tu feras quelque chose de différent. Tu t'arrêteras un instant et tu te demanderas simplement « Qu'est-ce que cette pensée essaie de me montrer ?» Car parfois, derrière le bruit de l'esprit, se cache le début d'une rencontre avec une partie plus profonde de toi-même.